Je suis diabétique et j'ai besoin de manger des féculents. Je vais acheter des probiotiques parce que j'ai dû prendre des antibiotiques. Mais c'est tout à fait logique cette explication, donc c'est la vérité. Depuis que j'ai commencé à travailler avec la nutrition, avec le lancement de mon blog et de cette chaîne, j'ai rencontré d'innombrables personnes et j'ai été confrontée à beaucoup d'idées reçues ainsi que l'importance des vraies études scientifiques. Venez avec moi et parlons aujourd'hui des 3 sujets incontournables de la nutrition et de la santé: le diabète, les probiotiques et les pensées critiques. Bonjour à vous et soyez les bienvenus sur ma chaîne. Je m'appelle Renata Barcelos et je suis la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Et je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe ce qu'il y a de mieux dans la science en ce qui concerne l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain pour vous aider à vivre mieux, à vivre plus et en ayant la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire maintenant et de bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Comme vous le savez bien, toutes les informations partagées sur cette chaîne sont basées sur le meilleur de la science, et c'est-à-dire sur des essais cliniques randomisés. Si cette vidéo-ci est la première que vous regardez sur cette chaîne, et si votre objectif est la perte de poids, je vous invite à naviguer tranquillement ici et à regarder le plus de vidéos possible. Car cette chaîne est remplie de vidéos qui pourront sûrement vous aider à atteindre votre objectif. Je reçois de plus en plus souvent des commentaires de la part de ceux qui me suivent pour partager avec moi les résultats qu'ils ont eus. Et c'est super, merci! Il y a quelques semaines, j'ai partagé la vidéo la plus importante de cette chaîne. Elle explique la différence entre les études scientifiques et pourquoi nous ne pouvons pas nous fier que sur des essais cliniques randomisés. Je vous suggère fortement de regarder cette vidéo. Elle est extrêmement importante. Les études scientifiques ne sont pas toutes les mêmes et comprendre les différences entre elles vous permettra de prendre vos décisions sur ce qui peut véritablement vous aider et non plus continuer d'être à la merci des médias qui ne publient que de la mauvaise science. Ok, mais attaquons tout de suite le premier sujet de cette vidéo. Le diabète. Depuis la création de cette chaîne, je vais à contresens de ce qui est affirmé en ce qui concerne l'alimentation. Je vais à contresens de ce qui est affirmé par les professionnels de santé, par les directives officielles d'alimentation, etc. Je me base sur la science et je partage en France, je traduis en français ce qui est fait en portugais. Si vous ne le saviez pas, Maigrir Définitivement est la version française d'un mouvement qui est devenu gigantesque au Brésil. Rodrigo Polesso, le créateur de Maigrir Définitivement au Brésil, travaille avec le Dr Souto, qui est une référence en alimentation saine au Brésil. Ce qui est affirmé ici est donc non seulement basé sur la science, mais aussi validé par des médecins qui accompagnent la science. Et encore une fois, je précise encore, la vraie science. Dr Fung, médecin canadien qui est un expert dans le traitement, dois-je dire, inversement de diabète, ainsi que Dr Souto, ont beaucoup à dire sur la question du diabète et l'alimentation. Et c'est normalement l'opposé de ce qui nous est conseillé par les associations, comme l'Association américaine du diabète et l'Association européenne pour l'étude du diabète, qui disent qu'une personne qui a du diabète doit manger des féculents et des fruits par exemple. Eh bien, je ne pense pas du tout que nous avons besoin d'avoir la bénédiction de la part de ces associations pour conclure quoi que ce soit. Mais je pense tout de même que c'est une grande nouvelle, ce que je vais vous dire maintenant. Eh bien, ces 2 associations, l'Association américaine du diabète et l'Association européenne pour l'étude du diabète, ont validé une alimentation faible en glucides comme en étant une bonne façon de traiter le diabète et le tout sans effet indésirable. Dans la publication, ils affirment cela clairement, mais à mon avis, pas avec la force qu'ils devraient. Mais je ne vais pas me plaindre. C'est déjà excellent que ces associations s'ouvrent aux preuves et changent leur avis. Et là, je me demande si finalement les médecins, les nutritionnistes, les diététiciens
qui accompagnent leurs patients diabétiques vont effectivement leur conseiller une alimentation véritablement saine, faible en glucides. Ceci est très important. Les voient changer d'avis est vraiment, mais vraiment bien. Ce qui importe le plus sont les essais cliniques randomisés. La preuve qu'une stratégie fonctionne. Et les professionnels de santé doivent se guider en se servant des meilleures preuves scientifiques pour pouvoir offrir ce qu'ils croient être le mieux pour son patient. Donc oui, c'est extrêmement important d'avoir la bénédiction gigantesque de l'Association américaine du diabète et l'Association européenne de l'étude du diabète pour que ces changements soient solides. Jusque-là, on n'avait qu'une quantité accablante de preuves scientifiques qui affirmaient qu'une alimentation faible en glucides est une bonne chose pour traiter le diabète. Et ces associations restaient très vagues au sujet des glucides dans l'alimentation des diabétiques. Ils disaient simplement que la quantité de glucides à être ingérée n'était pas encore établie. En utilisant les propres mots du Dr Soto, dans mon opinion, prenant pour base toute preuve disponible actuellement publiée, les documents officiels de ces associations devaient être de cette façon. Une diète faible en glucides doit être la première stratégie, la stratégie de base pour le traitement de diabète de type 2, et que les patients qui ne seront pas en rémission seulement en changeant leur alimentation et seulement après ça, commencent à essayer des traitements alternatifs et prendre des médicaments. Mais on ne va pas trop en demander. C'est déjà une grande victoire qu'ils affirment qu'une alimentation faible en glucides est une bonne alternative. Et même en ce qui concerne les effets indésirables. Car maintenant, il n'y aura plus les affirmations telles que une alimentation pareille va te faire entrer en cétoacidose. Tu vas endommager tes reins. Tu vas exploser ton foie. Tu vas perdre de la masse musculaire et toutes les bêtises de ce genre. Les professionnels et tous ceux qui affirmaient qu'une diète faible en glucides n'était qu'une seule diète à la mode étaient ceux qui suivaient les directives alimentaires. Et voilà, une alimentation faible en glucides a été validée par les directives. Si vous avez du diabète de type 2 et vous voulez essayer une alimentation faible en glucides, ce que je peux vous conseiller fortement de faire est de d'abord aller voir votre médecin. Si vous prenez des médicaments quotidiennement, ne changez pas votre alimentation sans l'accord de votre médecin traitant. Ceci est très important. Votre santé est la chose la plus importante que vous avez dans votre vie. Et maintenant, passons aux probiotiques. Il y a quelque temps, tout le monde pensait que les probiotiques étaient les sauveurs de l'humanité. Plusieurs références affirmaient que les probiotiques seraient la solution pour plusieurs problèmes de santé. Mais 2 essais cliniques randomisés qui viennent tout juste d'être présentés dans la communauté scientifique viennent tout mettre à terre. Il y a cet article qui a été publié sur Medscape qui résume ces 2 essais cliniques randomisés. Je vais vous lire les points principaux ainsi que leurs conclusions respectives. Les premiers, les examens d'essai qui ont été faits pour analyser l'effet des probiotiques ne peuvent pas montrer la vérité de ce qui se passe dans la microbiote, ni dans la santé générale des participants. Les intestins de nombreuses personnes sont résistants à la colonisation des probiotiques et la colonisation elle-même peut se faire de différentes façons dans des parties différentes de l'intestin. Et donc, ce n'est pas si simple comme les personnes les pensaient. Autre chose, de nos jours, c'est devenu très commun de voir des personnes qui prennent des probiotiques après un traitement antibiotique. Eh bien, la prise des probiotiques après les antibiotiques retarde le rétablissement naturel du microbiote. Et oui, moi aussi je suis restée bouche bée. Mais c'est incroyable, non ? Et autre chose, ils disent également que pour certaines personnes, les probiotiques sont inutiles, tandis que pour d'autres, ils peuvent être même nuisibles. Je pense que ça sert comme un exemple général, un exemple générique, pour que nous ayons une pensée critique. Je vais tracer des analogies avec d'autres choses que je partage sur cette chaîne pour faciliter l'explication, ok? Nous ne devons jamais tomber amoureux d'un modèle théorique. Par exemple, nous pourrions croire que manger des œufs, c'est quelque chose de mauvais, parce que l'œuf contient du cholestérol et le cholestérol de l'œuf va finir par augmenter le cholestérol dans le sang et que cela nous fera avoir des maladies cardiaques. Toute cette théorie est absurde, mais elle a un sens, sauf qu'elle n'est pas réelle.
Non seulement le cholestérol de l'aliment n'augmente pas significativement le cholestérol du sang, comme il n'y a pas de preuves qui puissent affirmer que le cholestérol du sang cause des maladies cardiaques. Et donc, le fait de se dire, de faire un raisonnement simple du genre, si je prends des antibiotiques, les antibiotiques vont tuer beaucoup de bactéries de ma flore intestinale. Donc, si je prends des probiotiques juste après, je vais faciliter la reposition des bactéries qui ont été tuées. Tout ça est bien logique. Mais voyez bien, on doit toujours se servir du même scepticisme pour tout. Tout ce qui n'est rien de plus qu'une hypothèse ne peut pas générer une conduite. Et ça a été la plus grande erreur dans les cas des probiotiques. C'est comme ce qui nous est dit par rapport à la perte des poids. Par exemple, si les graisses ont 9 calories par gramme et les glucides seulement 4 par gramme, si je veux maigrir, je dois manger des glucides et éviter les graisses. Et le résultat a été désastreux. Parce que les glucides ont d'autres effets hormonaux dans le corps. Ils augmentent l'insuline. Les glucides n'aident pas la faim de la même façon que les graisses et que les protéines le font. Donc les lipides et les protéines donnent plus de satiété. Et donc, comment être sûr? Quelle est la façon correcte de procéder? Si je veux savoir ce qui est le plus efficace pour la perte de poids, s'il faut diminuer les glucides ou les lipides, je vais devoir faire une expérience avec 200 personnes par exemple et les randomiser en 2 groupes de 100 personnes. Ça, c'est un essai clinique randomisé. Et pourquoi faire ça? Parce que nous ne saurons jamais quelles variables vont réellement être importantes, seulement quand nous testons dans la pratique. Et personne, aucun ingénieur n'a développé des voitures seulement sur des plans, sur des papiers, puis ensuite fabriquées et vendues. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Chaque idée que les ingénieurs ont deviennent des expériences qui d'abord sont faites en maquette, ensuite en taille réelle, ensuite elles sont testées et à chaque étape, les ingénieurs rencontrent des problèmes auxquels ils n'avaient même pas pensé. Et c'est ainsi qu'il y a des feedbacks et des corrections. Et dans les cas des probiotiques, c'est pareil. Maintenant, la science nous montre que très souvent, les bactéries des probiotiques ne colonisent pas l'intestin. Ça ne sert à rien que ces bactéries soient présentes dans les selles si elles sont passées directement par l'intestin sans y rester, sans avoir colonisé l'intestin. Donc, ce qui a été fait, c'est ça. Ils donnaient des probiotiques et quand ils les retrouvaient dans les selles, ils se disaient « Ah voilà, ce que nous avons mangé a été retrouvé dans les selles, ça a marché. » Et non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans ces essais cliniques randomisés, ce qui a été étudié était des biopsies de la muqueuse intestinale. Et quel est le résultat? Que la plupart du temps, les probiotiques sont des choses qui coûtent cher et qui sortent du corps de la même façon de laquelle ils sont rentrés, sans rien faire d'autre, sans rien coloniser. Et le deuxième essai clinique randomisé, qui était encore plus intéressant, a accompagné 2 groupes de personnes qui ont pris un antibiotique très puissant pour faire le plus possible de dégâts dans leur flore intestinale. Un groupe a reçu des probiotiques après les antibiotiques, l'autre groupe non. Et la conclusion est que très souvent, les probiotiques retardaient la restauration de la flore intestinale. Je vais faire une analogie écologique pour faciliter cette explication. Si par exemple, j'arrive dans une forêt et que je fais tomber tous les arbres, que j'ai détruit toute végétation et qu'ensuite je me mets à semer des plantes différentes qui ne font pas partie de cette région. Et voilà, après quelques temps, il y aura des plantes invasives, des sapins du Canada, des plantes exotiques. C'est tout à fait normal que cela rend difficile la récupération de la faune et de la flore qui existaient dans cette forêt auparavant, justement parce que j'avais introduit d'autres spécimens de plantes et d'arbres. Donc c'est seulement après avoir fait une expérience, après avoir fait un essai clinique randomisé, que nous pouvons savoir si quelque chose est vrai ou pas, et de commencer à trouver des alternatives. Ce n'est plus possible de perpétuer cet exercice futile, de penser que c'est possible de tout trouver sans se lever du canapé, en suivant seulement des hypothèses qui semblent logiques dans notre tête. C'est ce qui était fait dans la Grèce ancienne. Au Moyen-Âge, par exemple, les personnes refusaient de vérifier si quelque chose était vrai ou pas, parce que la grande autorité sur le sujet était les notes d'Aristote. Si Aristote disait que dans les artères du corps, il n'y avait que de l'air,
alors c'était ça. C'est seulement avec l'arrivée de l'illuminisme où les personnes ont commencé à disséquer les cadavres qu'ils ont pu constater que ce n'était pas de l'air, mais du sang. Vous pouvez faire vos recherches. Aristote était l'autorité jusqu'à ce que quelqu'un décide d'ouvrir un cadavre et voir si c'était vrai ce qu'il affirmait. Et comment Aristote a pu tirer ses conclusions? En réfléchissant. Car il croyait que la meilleure façon et la façon la plus importante et utile de trouver la vérité était à travers la pensée. Et oui, réfléchir est important, mais c'est nécessaire d'avoir une partie empirique qui confirme ou refute une théorie ou une pensée, qui puisse plutôt réfuter, parce que confirmer ce n'est jamais assez, mais réfuter oui. Et j'ai dit tout ça pour que nous soyons sceptiques, non seulement avec les directives en relation à une alimentation faible en glucides et le diabète, ou une alimentation faible en glucides et la perte de poids. Aussi, les statines doivent être consommées par les personnes qui ont un taux de cholestérol de plus de 200 et tout le reste est ok. Nous devons être sceptiques aussi en relation à l'utilisation de suppléments, de vitamines. Nous devons être sceptiques en relation à la médecine alternative. Nous devons être sceptiques en ce qui concerne les probiotiques. Et pourquoi? Parce que tant que tout est basé sur des théories, sans avoir des essais cliniques randomisés, il n'y a pas de preuves, seulement des suppositions. Et qu'est-ce qu'il se passe? Nous continuons à utiliser ces suppléments et vitamines en nous disant des choses du genre « ce n'est plus que faire du bien, c'est naturel, etc. » Nous voulons toujours trouver désespérément une solution miracle sans pas trop se servir de notre pensée critique. Élevons notre capacité de pensée critique et concentrons-nous sur ce qui est prouvé. Nous savons qu'une alimentation faible en glucides est saine et très bénéfique pour la santé. Mangeons ce qui est vrai, construisons un style de vie véritablement sain. Et oublions les produits miracles, détox, antioxydants, suppléments, vitamines. Vous trouvez tout ça en ayant une vraie alimentation saine. Je ne suis pas en train de minimiser l'importance du microbiote, loin de là. C'est évident que c'est très important pour la santé générale. Le seul message que j'ai vu passer est que nous ne savons pas comment l'utiliser à notre faveur, au moins pas encore. Et ceux qui affirment le savoir n'ont pas de base scientifique pour l'affirmer. Il n'existe pas d'essais cliniques randomisés bien faits et bien contrôlés qui puissent affirmer que les probiotiques soient bénéfiques. Ne tombez pas dans les pièges de marketing. Vous savez bien, du genre, continuez à vivre comme vous faites, en vous alimentant comme vous préférez, en faisant du n'importe quoi. Mais prenez cette vitamine, supplément, pilule, etc. et tout ira bien, c'est naturel. Et voilà, pour finir cette vidéo, soyez sceptiques. Si vous souhaitez perdre du poids de façon saine et durable, sans vous affamer et en vous sentant mieux que jamais, je vous invite à visiter maigredéfinitivement.fr pour connaître la méthode Maigre définitivement. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la. Faisons en sorte que ces informations puissent arriver à ceux qui ont besoin. Je vous souhaite une belle journée. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.